19h30, grande édition du journal télévisé sur BioOne. Madame, Messieurs, tout de suite les titres. Musiciens, comédiens, humoristes, peintres, sculpteurs et autres artistes se sont séparés sous une note de satisfaction après quelques jours de réflexion sur les voies et moyens de combattre les syndromes d'immunodéficience acquises grâce à leurs œuvres. Et puis la valorisation de la profession des journalistes et la réactivation de la structure de l'organisation professionnelle sont inscrites dans les priorités du nouveau comité directeur de l'Union nationale de la presse du Congo élu lors du 8e congrès. Et enfin, des délégués de la jeunesse des 11 provinces se retrouvent à Goma pour une conférence sur la paix, rencontre tenue dans le chef-lieu du Nord Kivu qui a souffert dans le passé des affres des guerres récurrentes. Madame, Messieurs, bienvenue. La paix n'a pas de prix et c'est à cette juste raison que la ville de Goma accueille des délégations des jeunes venus de toutes les provinces afin de réfléchir sur la recherche et le maintien d'un environnement hors hostilité. Le choix de la ville montagneuse se justifie du fait que le Nord Kivu a été le théâtre des conflits armés dans le passé. Correspondance de Patricia Loua. Elle aura bel et bien lieu à Goma à partir du 25 juillet prochain. La conférence Congo-Uni qui réunira une centaine de jeunes venus des 11 provinces de la RDC. La confirmation est du pasteur Camille Toto, responsable de l'ONG Un Jour Nouveau, à la presse ce lundi à Goma. Certains étaient en train de prétexter qu'effectivement les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies pour amener des délégations de pays comme les États-Unis, Kenya, Sri Lanka et puis même de certaines personnes qui viennent de certaines provinces. Mais c'était très symbolique. Pourquoi? Parce que c'est à Goma qu'on a parlé justement du centre, de l'épicentre de la guerre. C'est à Goma qu'il y a eu tous ces événements et à un certain moment même la prise de la ville par un groupe rebelle. C'est à Goma que l'on dit que rien ne va. Et nous avons voulu justement lancer un signal fort pour dire que si à certains niveaux on parle d'une transition, c'est-à-dire la fin de la guerre et du début de la paix, eh bien c'est exactement à cet endroit-là que nous voulons tenir cette conférence pour se dire que eh bien l'histoire va changer. Si dans le passé c'est de l'Est que venaient les guerres, les violences et tout le reste, eh bien l'histoire notera que maintenant c'est de l'Est que vient la paix, la réconciliation et le développement. Qu'est-ce qui différencie cette conférence des jeunes sur la paix avec d'autres déjà tenues à Goma? Le pasteur Camille Toto répond. Je crois que nous avons une approche tout à fait différente qui se dit que qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes? Nous avons l'intelligence, la capacité, mais qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau pour nous rassurer que nous utilisons tous ces atouts pour participer au processus de paix et de développement? C'est-à-dire que nous ne pointons pas le doigt en accusant qui que ce soit et en demandant si vous ne faites pas votre travail, eh bien nous allons vous menacer ou quoi que ce soit, mais nous nous disons simplement, regardons autour de nous, quelles sont les actions positives que nous pouvons mener à notre niveau. Certains d'entre eux sont nés dans la guerre, ils ont grandi dans la guerre, ils ont décidé qu'ils ne vont pas mourir dans la guerre. C'est la raison pour laquelle Congo Uni est un peu différent de ce que vous avez eu à assister et j'encourage de toute manière les initiatives qui se font à d'autres niveaux, mais elles sont simplement différentes des nôtres. La conférence Congo Uni pour les jeunes se tiendra chaque année, a conclu son initiateur, le pasteur Camille Toto. Et puisque le Nord Kivu se veut également être une entité où a été créé un parc pour lequel l'administrateur directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature fait un plaidoyer afin qu'il soit protégé avec toute sa faune et sa flore. Cosma Wilungula a fait cette déclaration au cours de l'émission Écran vert dont je vous propose un extrait. Les moyens qui sont mis à notre disposition pour assurer ce travail sont suffisamment réduits. La capacité, je ne veux pas dire la capacité, mais l'étendue de notre pays. Protéger 300 000 km² avec l'objectif d'atteindre à 400 000 km², un effectif de hommes actifs et professionnels qui atteindrait peut-être 3 000 hommes. Et également, vous ajoutez à ça les situations de guerre. Et dans la zone que sévit cette guerre-là, dans la partie est de notre pays, c'est la zone qui a la plus grande colonie d'air protégée. Vous constaterez que la situation ne peut qu'être préoccupante et même dramatique. Aujourd'hui, je peux vous dire, pour moi, elle est dramatique parce que nous avons atteint les niveaux. Dans moins de 3 mois, nous venons de perdre plus de 75 éléphants dans un seul parc de Garamba. Il y a un problème. Nous avons connu, il y a un problème réel et sérieux.
c'est le fait que le garde-parc, pour protéger efficacement, ils doivent être équipés. La République, pour assurer la conservation de cette méga biodiversité de notre pays, doit pouvoir y allouer de moyens suffisants. Aujourd'hui, l'ICCN vit à 85% de ressources internationales. L'intégralité de ce magazine, c'est demain à 18h10 sur B1 Télévision. Direction Afrique du Sud, où un procès s'est ouvert aujourd'hui à Pretoria pour juger une vingtaine des Congolais qui avaient tenté il y a plus d'une année de déstabiliser les institutions du pays avant qu'ils ne soient appréhendés par les services de la police sud-africaine. La justice sud-africaine dit détenir des preuves de leur projet. Les accusés risquent de lourdes peines, voire même une extradition. Et puis on va parler de la relance de la Société nationale de chemin de fer du Congo par le biais de la signature d'un pacte social, d'un engagement commun pour la reprise de travail dans cette entreprise. Était présent lors de cette signature le ministre délégué aux Finances, celui des Transports, ainsi que le staff dirigeant de la SNCC et le président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Nous avons décidé de venir soutenir l'effort qu'il déploie pour qu'on puisse mettre fin à cette grève en payant les travailleurs et deux, et qu'on puisse faire comprendre aux uns et aux autres que rien ne peut se faire dans l'anarchie. Parce que le chef de l'État lui-même tient beaucoup à ce que tout aille mieux à la SNCC comme dans d'autres entreprises. Et nous allons mettre fin. 2 ans de moratoire, pas de grève, il faut travailler et il faut rectifier les recettes de l'entreprise. C'est ce que nous allons partout. Je viens d'ailleurs de dire au Premier ministre, en appui avec cette action, nous irons à travers les réseaux pour faire comprendre qu'il est grand temps maintenant qu'on se mette au travail. Nous venons effectivement de signer le pacte. Le pacte social, en fait, c'est un engagement commun. C'est un engagement commun. Quant à la levée de la grève, je pense que la première du message est réservée aux cheminots parce qu'eux, ils attendent d'abord les messages. Nous leur donnons le message étant positif pour nous. Les chefs de l'État, par le biais du Premier ministre, viennent encore de réagir positivement, conformément aux desiderata des travailleurs qui nous ont amenés ici à Kinshasa. Et nous pensons que le message va passer et l'implication des uns et des autres sera visible. Et dans le Bas-Congo, un nouveau centre de transit des migrants a été inauguré dernièrement à Kakokongo, Songo, dans le territoire de Lukula, par le directeur général de la Direction générale de migration, François Béa, s'est fait accompagner pour ce faire du gouverneur Jacques Badou, qui est du chargé des opérations de l'Organisation internationale des migrations. Après l'inauguration du poste frontalier de Kakoho-Songo dans le territoire de Lukula et fin prêt. Le directeur général de la DGM, François Béa Kasonga, se fait une fois de plus accompagné du gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou, et du chargé de mission de l'OIM pour rendre opérationnel le centre qui devra recevoir tous les migrants vulnérables qui passeraient par le poste de Yéma en provenance d'Angola. Cérémonie coutumière d'abord pour implorer les ancêtres, puis religieuse pour invoquer l'éternel Dieu Tout-Puissant pour la protection du site et de ceux qui y séjourneront. Le ruban symbolique est enfin coupé. Le site comprend 2 dortoirs, celui pour femmes bien séparé de celui des hommes, des sanitaires et un réfectoire où pourront s'alimenter les migrants, mais également une zone de santé. En effet, ce centre de transit, fruit du partenariat entre la DGM et l'OIM sur un financement du gouvernement japonais, va indubitablement améliorer la prise en charge des compatriotes dont bon nombre arrivent à la frontière en état de vulnérabilité suite aux conditions de rétention, aux cas de maltraitance et parfois dépourvus de leurs effets personnels par certains éléments isolés des services de sécurité voisins. À partir de jour, nous disons à tous les services qui œuvrent à nos frontières et qu'à notre qualité du président de l'ordre opérationnel pour les services œuvrant aux frontières, nous allons devoir signer un contrat programme pour pouvoir moderniser toutes nos frontières parce qu'il n'est pas normal que nos frontières donnent un visage de parents pauvres.
L'exécutif provincial a par ailleurs promis l'apport de son gouvernement pour les travaux de finissage au centre. Sous les traces donc du chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui a lancé la révolution de la modernité, François Béa, tel un disciple, ne ménage aucun effort pour doter les postes frontières et frontaliers de la RDC d'infrastructures modernes avec l'appui technique de l'Organisation internationale pour les migrants et financier de certains partenaires, le cas échéant du gouvernement japonais. Je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition, le rideau tombe ce soir sur le 8e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo qui a élu un nouveau comité directeur présidé par Joseph Kasonga Chilunde. Il promet d'organiser la profession et de réactiver les activités de l'UNPC en province. L'ancien secrétaire général de l'UNPC suscite beaucoup d'espoir auprès de la confrérie dans la mesure où il a été durant des années familiarisé aux problèmes auxquels sont confrontés des confrères, de façon à ce qu'il détiendrait des ébauches, des solutions. On l'écoute au micro de Christian Elongo. Réorganiser les sections provinciales, parce que vous savez que le comité directeur n'a de valeur que lorsque la base fonctionne. Or aujourd'hui, toutes les sections provinciales sont hors mandat et il n'y a presque pas d'activité. Et cela a été prouvé au cours de ce congrès où les rapports que les sections provinciales ont présentés au congrès étaient lapidaires. Parce que la précarité n'est pas seulement du journaliste, même des organes de presse qui emploient ces journalistes. Conséquence, on ramasse les gens comme ça juste pour faire bonne figure. Mais la disposition, c'est commencer par négocier avec les organes de presse qui emploient les journalistes. Ils doivent prendre conscience de prendre des journalistes professionnels et mieux les payer. Mais pour mieux les payer, il faut penser maintenant à la viabilité économique des organes de presse. Et d'une manière générale, le commun des mortels, même vous et moi, nous ne sentons pas cette préparation de ce transfèrement. Nous allons jouer des coups et des pieds pour que on sente, que l'opinion sente que nous sommes en train de basculer. Sinon, nous risquons d'être surpris pour rater le rendez-vous de 2015. Restons dans le secteur professionnel avec cette installation de la nouvelle délégation syndicale de l'Institut supérieur des techniques appliquées par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Modeste Bahati-Lukwebo, a présidé la cérémonie accompagnée des députés, des membres du comité de gestion, des enseignants ainsi que des administratifs des LISTA. 4 de 8 syndicats qui ont obtenu au moins un siège aux élections sociales à l'ISTA ont été officiellement installés par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. 8 membres de la première délégation syndicale élue de l'ISTA sont ici investis par Bahati-Lukwebo pour porter les revendications de plus de 900 enseignants et administratifs de la plus grande école d'ingénieurs de l'Afrique centrale. Je félicite les heureux élus, mais je présente surtout mes félicitations au directeur général pour l'ordre et la paix sociale qui ont régné pendant tout le processus. Parce que comme vous le savez, les élections, c'est un moment de déchirement. Notre comité de gestion, c'est un comité de gestion du développement. Et lorsque nous disons développement, c'est sous toutes ces dimensions. Nous allons demander à la délégation syndicale pour que nous puissions réaliser un cahier des charges où nous allons répertorier tous les problèmes auxquels sont confrontés nos travailleurs. Et ensemble, nous allons travailler pour les éliminer progressivement, bien sûr, en tenant compte de nos moyens. Après cette installation, place à présent aux négociations. Et la délégation syndicale prépare déjà son cahier de revendication. Nous avons un problème primordial sur le salaire des agents et la prime des agents qui est payée sur le plan interne ici. Ce sont là les problèmes fondamentaux. Mais en dehors de ces deux problèmes fondamentaux, il y a toujours des problèmes parce que la délégation est là pour la défense des intérêts du travail. Les élections syndicales à l'ISTA ont été rapportées, rappelons-le, par Sinapat avec 5 sièges. La CDT, l'OTUC et les RAS, eux, se sont partagés les 3 autres sièges restants.
Une découverte dans cette édition, il s'agit du corosolier qui est un arbre plein des vertus thérapeutiques. Selon l'université américaine Purdue, auteur de cette découverte, cette plante dont les fruits est connu sous le nom de cœur de bœuf en République démocratique du Congo aurait la capacité de prévenir et aussi guérir le cancer, notamment celui du sein. Exclusivement originaire d'Afrique, d'Amérique centrale et du Sud ainsi que des régions tropicales, le corosolier de la famille de Zanonaceae est un arbre aux fruits juteux avec un goût laiteux et sucré appelé corosol, aussi connu sous le nom de cœur de bœuf en République démocratique du Congo. Bien que mal connu du public, d'après les experts, en dépit des résultats des différentes recherches menées par les laboratoires de l'université américaine Purdue depuis les années 70, cette plante à la taille économique est non seulement comestible mais aussi et surtout thérapeutique, soignant nombreuses maladies entre autres le cancer. D'un aspect extérieur plus ou moins vert avec une écorce piquée d'épines et d'une chair blanche pulpeuse aux graines noires, son fruit est très énergétique et a une forte teneur en glucides. Il est également riche en vitamine C, laquelle facilite l'absorption du fer aussi compris dans son jus. Grâce à ces composantes formées essentiellement de fibres et des minéraux, notamment le potassium, le calcium et les magnésiums, selon le même résultat du Purdue, le corosol, aussi bien que les autres parties de cette plante, contribue au traitement efficace du cancer de sein, des ovaires, des intestins, du foie et des poumons en agissant 10 000 fois plus que la chimiothérapie qui, contrairement à ce dernier, vise indistinctement toutes les cellules de reproduction, entre autres l'estomac, provoquant ainsi les effets indésirables tels que la nausée, perte de poids, de cheveux et bien d'autres. Des informations de la presse internationale, c'est à travers les lignes. Jeune Afrique accorde la parole au Burkina à Blaise Compaoré. Il faudra bien partir un jour, son avenir après 2015. La révision de la Constitution, ce sont des questions évoquées à travers les lignes par Jeune Afrique. Le chef de l'État burkinabé n'élude aucune question, même s'il faut parfois savoir lire entre les lignes pour deviner ses intentions. S'il n'écoute guère l'exercice de l'interview, et cela se sent, il n'a demandé aucun protocole d'entretien et accepte de répondre à toutes nos questions sans s'y être préparé, mais celles censées le gêner. La fin de son dernier mandat en 2015 et la modification éventuelle de la Constitution. Thomas Sankara, ses anciens lieutenants entre dissidence dont Salif Diallo, compagnon de la première heure et témoin privilégié de 3 dernières décennies du Burkina, il se montre nettement plus franc quand on aborde la politique intérieure et son cas personnel. Afrique Foot anticipe sur la CAN 2015. U17, Togo-Sénégal sur fond des fraudes sur l'âge disputée dimanche à Lomé. La rencontre entre le Togo et le Sénégal comptant pour des éliminatoires allées de la CAN 2015 des moins de 17 ans a été marquée par des fraudes massives sur les âges des joueurs des deux sélections. Rattrapés par la patrouille, si sur le terrain Togo et Sénégal sont repartis dos à dos de leur opposition dans le cadre des éliminatoires allées de la CAN 2015 des U17, le match a été entaché en amont par de nombreuses fraudes sur l'âge concernant des joueurs des deux équipes. Ils ont été trahis par les résultats des tests IRM, imagerie à résonance magnétique mis en place par la Confédération africaine de football. Et puisqu'on y est déjà, la page sportive de ce journal est entièrement football et les léopards de la République démocratique du Congo seront aux prises avec les Super Eagles du Nigeria dimanche prochain au stade de Mazembe de Kamalonda Lubumbashi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins des 17 ans 2015. Le sélectionneur de l'équipe, Eric Chibassou, nous parle des préparatifs au téléphone d'Alain Boma. Pour l'instant, il y a juste la date qui est fixée, mais les modalités ne sont pas encore confirmées. Parce qu'à la date du 27, il y a le match de Vita. Donc je pense que la CAF n'avait pas pris en compte cet aspect-là. Et il y a plusieurs procédures qui ne regardent pas, qui sont dans l'ordre de l'administratif, qui sont à régler. À cause de ces différents reports,
nous avons eu maintenant une dernière semaine un peu tronquée, parce qu'il y avait des joueurs qui avaient des problèmes administratifs, qui devaient nous rejoindre ici, pour que nous puissions jouer ici hier, et qui n'ont pas pu nous rejoindre parce qu'on nous a dit que le match finalement était à Kinshasa. Puis nous avons appris à un dernier moment qu'il y avait eu un problème administratif et qu'il n'y aurait peut-être pas match. Et puis aujourd'hui on nous apprend qu'il faut rentrer sur Kinshasa. Donc moi les détails administratifs, je ne les connais pas. Donc moi je m'occupe du terrain, et sur le terrain, la seule réalité pour l'instant, c'est que je suis obligé de rentrer à Kinshasa. Et puis, en tant que provincial de football de Kinshasa, à l'aube d'une nouvelle saison, Zaki Mouina se met en train dans son retranchement au terrain de Mbinza Delvaux, où il trouve des ressources nécessaires en vue d'affronter les compétitions, généralement retenues parmi les clubs de l'élite de l'Epeskine. Le club bleu-blanc peut-il encore se projeter parmi les meilleurs comme autrefois? Élément des réponses dans ce reportage signé Jean-Louis Canida. Depuis quelques saisons, le FC Nzaki Mouina est devenu une valeur sûre de l'Epeskine. Mais les titres ne s'en suivent toujours pas. En 2015, le club de Mbinza Delvaux doit voir dans une autre direction. Mais que faut-il vraiment pour booster les hommes du président Dada Solé? Nous sommes dans les périodes de recrutement. Nous avons ciblé les postes qui étaient difficiles, des bons gardiens, puis l'axe central. L'autre a beaucoup joué, il faut les partir chercher notre équipe, voir même 3 joueurs à l'axe, puis les avant-centres. Vous connaissez l'histoire de Nzaki Mouina. Nzaki Mouina monte facilement à l'Epeskine, mais à chaque montée, il est toujours relégué. C'était faute de moyens. Mais à l'arrivée de notre tuteur et la politique du président Soulé, maintenant Nzaki Mouina est maintenu dans l'Epeskine. Ils ont mis les moyens. C'est pour ça que nous sommes là. Vous savez que l'année 2012, nous étions au 5e classement. C'était toujours les moyens mis chez les tuteurs et le président Soulé. Cette année, s'il met encore beaucoup de moyens, même la Coupe du Congo, nous serons là. Le FC Nzaki Mouina compte revêtir une nouvelle robe compte tenu de sa ligne jeune adoptée dans la tendance de son nouveau recrutement constaté lors de sa dernière séance d'entraînement. L'on espère que les sportifs vont emboîter les pas aux artistes qui se proposent avec leur art de s'engager dans la lutte contre les syndromes d'immunodéficience acquise. Musiciens et autres artistes se sont séparés après des échanges qui leur permettront de véhiculer des messages de prévention contre cette pandémie. Du langage gestuel au son de la guitare, accompagné de quelques paroles pour transmettre en seul message les réalités du VIH-Sida. C'est donc là l'essentiel du moyen par lequel ces artistes de différentes disciplines ont clôturé l'atelier de 4 jours tenu à leur intention par la structure Eloko Yamakasi. Une bonne notion de base dont les artistes ont été censés apprendre pendant les 4 jours d'atelier ici avec Sida King 2 sur la réalité du VIH de façon à ce que leur influence puisse devenir positive et basée sur des faits réels et non sur les ondes. Voilà, ça c'est le grand défi qu'on a eu et je pense que les artistes ont été contents et aussi le message passera dorénavant comme il est fait. Et pour l'initiatrice du projet, l'objectif a bien été atteint. Dorénavant, le message sera bien véhiculé. J'ai vu le jour des artistes sortaient vraiment avec une telle prise de conscience qu'on pouvait même les lire dans leur visage. Donc moi je pense que dorénavant ils ne s'exprimeront plus n'importe comment sur cette réalité-là. Ça partira de faits réels. Voilà, donc l'objectif a été atteint. Meneurs de troupe, les artistes et leur art sont un moyen sûr pour transmettre les réalités du VIH-Sida. Et ces artistes formés ont juré de bien venir ces tâches. Eh bien, art et jeunesse riment toujours, comme ça a été le cas à l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, qui a eu pour sa part comme activité l'organisation le week-end dernier d'un concours Miss de l'institution pour l'année 2014. L'informaticienne en formation devient en même temps reine de beauté.
Le suspense a été levé à la 3e édition de Miss Izipa 2014. C'est désormais Rose Bolia qui va défendre les couleurs de l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse dans le domaine de la beauté. Face à un jury non complaisant et des candidates à la hauteur, cette étudiante en première graduée à gestion informatique a visiblement su convaincre. Je suis Miss Izipa, la saison 3 pour 2014. Je suis vraiment heureuse d'être Miss Izipa, donc ça me fait vraiment du bien. À en croire les organisateurs, la lauréate a une lourde responsabilité. Comme nous avons une Miss pour cette année, nous savons qu'elle fera aussi la différence et nous croyons fermement qu'il parlera de l'Izipa partout où elle sera. Et pour les étudiants de l'Izipa, ils doivent être fiers de ce que nous faisons ici à l'Izipa. Il faut dire que l'élection Miss Izipa 2014 s'inscrit dans le cadre des activités récréatives organisées durant 2 jours. Des tournois de basketball, football, concours de gourmands ont bien accompagné ces journées. Et on va encore se rincer l'œil avec la 2e édition de Kinshasa Fashion Week qui appartient désormais au passé après 3 jours au cours desquels stylistes et modélistes ont exposé leurs créations lors des défilés et autres manifestations festives. Des coutures diverses aux motifs variés ont égayé l'assistance qui est a dit quelques mots au micro de Ntimba. Oui, c'est beau ce qu'on a vu. Il y a eu beaucoup plus de créations. Ils ont bien défilé, bien habillés. On a cousu en fonction de leur taille. Magnifique, beaucoup de créateurs, beaucoup de vêtements. C'était chic, surtout avec des créateurs africains, enfin congolais surtout. C'était très bien, mais bon, c'était un peu stressant au début, mais bon, après c'était très bien. Glamour, mélange subtil de couleurs et alliance ingénieuse des tissus, le bouquet final de cette 2e édition de la Kinshasa Fashion Week était à l'image de ces 3 jours d'intenses émotions stylistiques. Facile à porter de Sibillet et de Hachecombe, au savant mélange inspiré des sirènes et de la rue de Matichot, les collections présentées ce soir-là brillent par leur originalité et les petites touches propres à chaque styliste. Et la collection que je présente ce soir s'appelle Sparkle, qui veut dire en français scintiller. Par le noir et le blanc, je dirais, par le jour et la nuit, par la nature. J'ai pris le thème de la sirène, la légende de Mami Wata ici à Kinshasa, que je trouve très intéressante, et c'est pour ça que dans la collection on voit beaucoup de fluidité, de transparence qui rappelle l'eau. J'ai des tenues très soirées comme cette robe, mais j'ai beaucoup de tenues urbaines, c'est-à-dire que ma collection va se remarquer par ça, parce qu'elle est assez urbaine, jeune. Yemi Osunkoya, invité d'honneur de cette année, avec ses créations en hommage aux formes féminines. Well, I specialize in dresses that make the shape like hourglass of still fashion. You'll see it tonight at the show. Après nous en avoir mis plein les yeux sur les podiums, c'est avec un espace dédié à l'exposition et à la vente que nous quittons ce monde merveilleux des vêtements. Le rendez-vous est donc pris pour la 3e édition de Fashion Week l'année prochaine. C'est la fin de cette grande édition. Merci de nous suivre sur notre site internet www.bone-tv.com.
Vous êtes dans Debout Congolais ou pas? Je suis dans Debout Congolais ou pas? Non, je ne suis pas formellement dans Debout Congolais. Si vous êtes de l'UDPS, vous devez être dans Debout Congolais. Vous avez un commentaire? Moi, vous ne m'avez pas posé la question si je suis de l'opposition républicaine. Bon, M. Kengwa Dondo, il est moboutiste, donc c'est ma famille, c'est la grande famille, donc je n'ai pas à les revendiquer ici. Quand on veut faire de la politique, on doit savoir si on est libéral, si on est socialiste, si on est communiste. L'UDPS est d'obédience socialiste, donc allié naturel.